Bonjour et bienvenue à tous dans l'hebdo. Cette semaine, nous sommes au Spinatori. Je suis extrêmement bien entourée. Je vous propose tout de suite de faire un tour dans ce festival de cosplay. C'est parti. Nous sommes au Spinatori à Épinal. Je suis avec Antoine Thomasin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes organisateur de l'événement. Ici, donc c'est un nouveau festival. Alors on connaissait CNew qui malheureusement a dû s'arrêter, mais c'est en quelque sorte une version revisitée, quoi. C'est ça. C'est une reprise en fait de l'idée de revenir sur Épinal avec une convention dédiée à la pop culture. Donc oui, c'est la première édition donc, de Spinatori donc sur Épinal avec mon ancienne convention CNew qui n'existe plus, mais maintenant c'est donc Spinatori. C'est vous qui l'avez créé quand même à l'époque. Je l'ai fondé, je l'ai dirigé de 2013 à 2016. Et ensuite, vous êtes parti du côté de Metz faire un festival qui s'appelle Metz Story. Et ici, en fait, on est dans une déclinaison. Expliquez-nous un petit peu. Exactement. En fait, pour des raisons professionnelles, je suis parti plus au nord de la Moselle. Donc, mon fondé et créé Metz Story. Donc, l'idée, vu que ça marche beaucoup à Metz, c'était de faire la petite sœur, donc sur Épinal, et qui s'appelle Spinatori, tout simplement. L'idée, c'est de prendre vraiment les noms des villes et de rajouter Tori. Tori, on rappelle ce que c'est Alors, Tori, c'est la porte rouge japonaise. Et en fait, sur Metz, c'est pour ça qu'on est arrivé comme ça, il y a la porte rouge qui est sur le plan d'eau. Donc, ceux qui connaissent visualiseront un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors je rappelle que cosplay, ça vient donc de la contraction du mot costume et player. Ça vient du Japon dans les années 80. Vous pouvez nous raconter un petit peu le concept? Alors l'idée du costume, donc c'est bien costume cosplay, costume et player. Et l'idée en fait, c'est d'incarner un personnage. Donc soit en déambulant dans les allées, donc d'avoir son costume qu'on achète, qu'on fait main avec tous ses accessoires et on déambule dans les allées et on adore se faire prendre en photo, soit lors d'un concours, et donc là on prépare en plus du costume une prestation. Donc d'avoir vraiment la prestation qui va autour, donc soit une prestation de danse, de jeu, de scène. Voilà, donc c'est vraiment tout un univers d'incarner un personnage du mieux possible. Et des personnages qui sont inspirés de tout un tas d'horizons. On a de la bande dessinée, du manga, du film de super-héros, etc. C'est ça? En fait, on peut prendre tous les univers, soit ceux qui sont connus, Spider-Man, du manga, voilà, mais aussi tous les univers imaginaires. Voilà, Épinal, ville de l'imaginaire. Voilà, on peut créer son propre cosplay. Il n'y a aucune limite. Derrière, on peut vraiment aller là où on a envie de le faire. Et on peut dire que c'est un mouvement qui se démocratise. On imagine peut-être plutôt des jeunes assez fans de ce genre d'univers, mais finalement pas forcément. C'est peut-être un public plus large que ça. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que maintenant, en 2022, c'est un festival culture ouvert à tout le monde, au grand public. On n'est plus sur la bulle comme moi j'ai connu quand j'ai commencé en 2006. On est vraiment sur un festival qui est ouvert au grand public. Donc n'importe quelle personne qui viendrait pourrait découvrir un univers. On met 6 univers dans la convention, des jeux de société, des jeux vidéo, du manga, de la science-fiction, des invités, des boutiques. Donc chacun va retrouver une petite part de nostalgie et donc trouver de quoi s'amuser dans la convention. Et est-ce qu'on peut dire que finalement le développement ces dernières années de tout ce qui est univers super-héros qui sont assez omniprésents aujourd'hui avec les grands films Marvel, etc., contribue aussi à la notoriété de ce genre de festival? Ah oui, tout à fait. Enfin, clairement, la science-fiction, tous ces univers-là contribuent. On a eu deux phases. On a eu la première phase Dorothée, donc les jeunes qui regardaient Dorothée, qui sont devenus adultes. Et donc, qu'on popularisait cette culture et qu'on a envie de retrouver la nostalgie. Ouais. Et maintenant, tout ce qui est super-héros. Donc, c'est vraiment l'idée, 2 phases, 2 générations. C'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs générations. On va avoir les adultes, mais aussi les enfants qui vont venir lors du salon. Et c'est vraiment ça qui est très, très intéressant avec moi, qui me plaît. Si on revient sur ce festival Spinatori, à quoi il faut s'attendre? C'est quoi les temps forts de ce week-end? Bon, il y en a plein. Hein. Déjà, simplement un moment d'évasion, hein, tout simplement, parce que quand on ne connaît pas forcément l'univers, qu'on vient, on a les yeux quand même un petit peu ébahis de voir toutes ces personnes cosplayer. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus rien, on vient, on passe un bon moment. Donc les temps forts, en fait, c'est chacun des stands. Il y a vraiment des temps forts qui sont bien spécifiques,
comme le concours cosplay. Donc là, il y a des prestations qui sont faites sur scène. Il y en a un par jour, ou des showcases avec notamment Peter Lorne. Donc le Peter Lorne, c'est le vrai chanteur de Denver. Denver, le dernier dinosaure, et mon ami bien plus encore. Il est donc là à Épinal, c'est quand même assez incroyable. Donc il y a des invités aussi de renom qui sont présents. Ça donne envie de venir y faire un tour, c'est jusqu'à dimanche. L'émission continue, on fait tout de suite une première pause dans cette émission. Et je vous propose de découvrir un couple dont le jeune homme est malvoyant, qui a décidé de créer une association qui retranscrit les mangas. C'est plutôt une bonne idée, c'est un reportage de nos archives, on regarde et on se retrouve juste après. Loïc s'est pris de passion pour l'univers du manga, un intérêt qu'il a développé avec sa fiancée Sandra. Ils aiment se mettre dans la peau de leurs personnages préférés, comme ici en Naruto. Mais seulement voilà, Loïc est non-voyant et pour lire les dessins de ses BD japonaises, la tâche est ardue. Parce que les BD mangas m'étaient pas accessibles, donc c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, comme Naruto, Bleach, Dragon Ball Z, ça me disait vaguement quelque chose. Mais je m'y étais pas intéressé plus que ça en me disant de toute façon c'est impossible pour moi de lire une BD manga en tant que non-voyant. Sur l'image, on voit la jeune femme qui marche dans un parc, un bouquet de fleurs à la main. Donc les mangaka qui écrivent et dessinent des mangas axent vraiment sur le visuel, du coup c'est ça le plus difficile à décrire. Parce qu'on met les dialogues et après il faut, décrire tout ce qui se passe autour sans vraiment, sans plomber entre guillemets la lecture pour qu'il y ait trop de détails et que du coup on se perde dans ces détails-là. Longtemps, la jeune femme lui a conté les aventures des héros japonais, mais pour plus de clarté, Sandra, Loïc et des amis ont retranscrit par écrit les dialogues avec la description des vignettes. Depuis un an, ils ont créé une association, 12 fans dans toute la France et en Belgique, avec notamment 3 personnes non-voyantes qui s'attellent à la réécriture de cette littérature. Et chaque mois, ils s'évertuent à créer des enregistrements audio qu'ils publient ensuite sur leur forum des amis des mangas. Que notre cible soit ce tocard chanceux dont tu parles. Pour l'enregistrement, on prend le texte qui a été écrit et corrigé par les soins de Loïc et simplement on le lit entre guillemets en essayant de donner un maximum d'intonation au niveau des personnages. Donc on essaie de le mémoriser un minimum pour se mettre dans la peau du personnage et qu'il y ait vraiment quelque chose de vivant. L'association recherche d'autres membres pour diversifier les voix des personnages et rendre accessible la lecture des mangas à tous. Vous pouvez d'ailleurs les contacter au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour participer et peut-être vous aussi découvrir l'univers et la culture qui émerveillent le jeune homme. Depuis que Sandra m'a baigné dedans, donc non seulement ça a intéressé au manga, moi je me suis intéressé au rock japonais puisque je suis musicien, guitariste, chanteur. C'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser, au-delà des mangas, à la langue japonaise. Et leur rêve maintenant, un jour pouvoir visiter pour de vrai le Japon. Nous sommes de retour au Spinatori à Épinal, au centre des congrès. Je suis avec Donald Reignoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédien de doublage, c'est bien ça. Et on vous connaît pour doubler pas mal d'acteurs, surtout américains, entre autres Jesse Eisenberg ou Paul Dano. Et on vous connaît surtout pour la voix de Titeuf, c'est ça? Ouais, Titeuf, et Spider-Man, et il y en a quelques-uns. Ça fait, au mois de mars, ça fera 30 ans que je fais ce métier. Et je fais aussi des émissions en télé, sur le digital, donc j'essaie un peu de toucher à tout, un peu de théâtre, c'est un métier qui est varié, c'est ça qui est cool. Ouais, j'imagine. Et en l'occurrence, comédien de doublage, c'est bien plus technique que ce qu'on imagine, hein. Racontez-nous un petit peu. En fait, souvent, on a tendance à se dire qu'il ne faut pas être comédien pour faire du doublage, mais en fait, c'est juste une spécificité du métier de comédien. Il faut savoir jouer la comédie, il faut amener son bagage de comédien pour ensuite pouvoir faire du doublage et s'adapter à des personnages. Mais si on n'est pas comédien, si on n'a pas pris de cours de théâtre, ça ne peut pas marcher. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où on pourrait se dire que c'est facile parce que le texte défile. Mais il faut savoir le nourrir, son texte. En fait, on l'interprète complètement, ce texte-là. Et il y a des difficultés, j'imagine. Il faut savoir jongler entre les personnages. Chaque personnage a sa personnalité. Comment vous travaillez finalement pour passer d'un acteur à un autre ou même un personnage comme Titeuf? En fait, en dessin animé, c'est différent d'un film. Mais sur un film, pour qu'un doublage soit réussi, il faut savoir se faire oublier. Si on pense au doublage, c'est qu'il est raté. Si le doublage, on a l'impression qu'il n'est pas là, que c'est l'acteur américain qui parle en français, c'est qu'on a réussi notre travail. Après, en dessin animé, quand je fais Dragon pour DreamWorks ou même Titeuf, là je prends mes libertés parce que soit je m'occupe de la VO, soit je fais ce que j'ai envie de faire ressentir au personnage parce que
on fait le même métier. Parce que en VO, effectivement, quand il prépare son texte, lui n'a pas l'image, alors que moi, quand je le fais derrière, j'ai en plus le travail des animateurs, ce qui fait que je peux être sur des micro-détails par rapport à des expressions du visage, chose qu'a pas pu faire la VO. Et sur Titeuf, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas de VO, c'est moi la VO, donc là, pour le coup, je suis tranquille. C'est quoi les personnages dont vous êtes les plus fiers, vos prestations, voilà, qui vous laissent un beau souvenir? Titeuf, aujourd'hui, il fait partie de mon ADN, donc ça fait 20 ans que je le double. Vous pouvez nous faire un petit extrait? Non, c'est pas possible, Titeuf, elle n'est pas venue aujourd'hui, donc je suis désolé. En plus, Nadia, elle va être jalouse, je suis désolé, quoi. Ah, là, on a tout de suite on a l'image en tête. Et ouais, donc Titeuf, et évidemment, Spider-Man, hein, voilà, c'est... Donc ouais, c'est cool, le Spider-Man, c'est... Je suis hyper fier parce que pour le gamin que j'étais, de pouvoir participer à une aventure comme Spider-Man, même si c'est que de la voix, ouais, mais c'est quand même quelque chose. Il faut se dire qu'il y a des milliers, des millions même de gens qui ont vu Spider-Man, donc c'est c'est incroyable, c'est incroyable. Donc j'ai été très très gâté par le milieu. Là, la semaine prochaine, il y a le film Batman qui sort où je double le méchant. Donc c'est cool, il y a vraiment pas mal de choses à faire et je suis très content. Est-ce que certaines fois vous rencontrez les personnes que vous doublez? Ça vous arrive? Ça arrive. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais dans l'émission que j'anime, Stream VF, où on parle des doublages, je m'aperçois que beaucoup des comédiens que je reçois ont reçu la visite d'un comédien, notamment Jean-Philippe Puy-Martin, qui a rencontré 3 fois la voix de Tom Hanks. Ou récemment Thierry Desroses qui a fait un dîner avec Samuel L. Jackson, et en fait on a des anecdotes de fou là-dessus. Ça arrive de plus en plus, c'est pas systématique, mais quand ça arrive, c'est toujours cool et c'est toujours bienveillant. En tout cas, on vous souhaite de rencontrer un des acteurs que vous doublez. Vous-même, comment vous êtes arrivé dans ce milieu-là? Est-ce que vous avez fait une formation? Est-ce que c'est en autodidacte? En fait, moi j'ai commencé sur le tas à l'époque de la 5, quand ça a commencé à démarrer avec tous les dessins animés. Et j'ai appris sur le tas, mais ça m'a pas empêché de faire une formation de comédien, prendre des cours de théâtre quand j'ai été adulte. Mais ouais, j'ai pu apprendre sur le tas, beaucoup écouter. Et c'est ça qui est bien quand on commence enfant, c'est que ça nous permet on n'est plus indulgent avec un enfant qui débute qu'avec un adulte. Un adulte, il faut qu'il soit prêt et qu'il soit nickel dès le début. Alors qu'un enfant, si c'est encore perfectible, c'est pas grave, ça reste frais parce que c'est un enfant. Et donc du coup, j'ai pu avancer petit à petit et pouvoir un peu me former tout seul à la base, mais ça n'a pas empêché de faire des cours derrière. Ces dernières années, avec toutes les plateformes de streaming qui se développent, il y a aussi une démocratisation du visionnage en version originale de plus en plus. C'est aussi un peu quelque chose qui menace quelque part vos professions. Est-ce que ça vous inquiète? Quel regard vous portez là-dessus? Aujourd'hui, la VO, la VF, elles coexistent. On veut regarder en VO, on regarde en VO, on veut regarder en VF, on regarde en VF. Aujourd'hui, on a le choix, alors qu'à l'époque, les VHS, ou même à la télé, c'était VF quoi qu'il se passe. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les VF c'était mieux avant. Non, c'est juste qu'à l'époque on imposait la VF. Maintenant les choses ont changé. Mais aujourd'hui, c'est pas la VO qui menace directement notre travail sur la VF, c'est concrètement les grosses sociétés qui préparent des algorithmes pour qu'à la fin les acteurs en anglais parlent dans les autres langages du monde entier. Ça, quand ça arrivera, ce sera la fin du doublage instantanément. Donc je ne sais pas combien de temps on a devant nous, si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, 15 ans, mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. On espère en tout cas que ça perdure le plus longtemps possible. Pour terminer, on est donc au Spinatori, vous êtes là aujourd'hui, demain il me semble aussi. Vous allez rencontrer vos fans, c'est ça? Ouais, toute la journée, quand on a terminé l'interview, on va repartir sur une session de dédicaces et après une conférence. Mais ce que j'aime bien dans ces sessions de dédicaces, c'est le retour direct du public après avoir bossé sur des grandes franchises ou des grands rôles. C'est d'avoir leur retour et de savoir comment eux voient ce que j'ai pu faire. Et c'est après coup, c'est pas comme au théâtre où c'est le ressenti tout de suite, ou comme sur Twitch où on a tout de suite le ressenti. On sait pas ce que les gens pensent en fait. Mais c'est toujours bien de pouvoir voir le ressenti. Et c'est toujours bienveillant et franchement c'est toujours des moments hyper agréables et je viens toujours avec plaisir. Très bien, merci beaucoup Donald Reignoux d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite un deuxième reportage tiré de nos archives. On avait rencontré l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation il y a quelques années. On regarde et on se retrouve juste après.
Une belle affluence devant les Ciné-Palaces à Épinal hier en fin d'après-midi. Tous ces gens sont des professionnels du 7e art, techniciens, réalisateurs, producteurs, diffuseurs. Ils ont répondu à l'appel de la fédération Film en Lorraine qui organise chaque année les journées professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel du Grand Est. Pendant 3 jours, l'idée est ici de promouvoir le cinéma, la Lorraine et le cinéma en Lorraine. C'est important de promouvoir le fait aussi qu'on peut vivre en région et créer. C'est ça le plus important. Les gens sont toujours persuadés que les créateurs vivent à Paris, pensent à Paris, tournent à Paris, ce qui est malheureusement vrai dans une grande majorité des cas, mais on est quand même quelques-uns à montrer qu'on peut tourner ailleurs. Guédiguian, Marseille, j'étais avec les frères Larieux il n'y a pas longtemps, les Pyrénées, Bueno Dumont souvent dans le Nord. Enfin, on peut citer pas mal de metteurs en scène comme ça quand même qui explorent des géographies qui sont un peu alternatives. Il est donc possible d'éviter la fuite des cerveaux et ils sont nombreux en Lorraine, des créateurs de talent comme ce jeune homme, Laurent Witz, Oscar 2014, du meilleur court-métrage d'animation pour Monsieur Hublot. Monsieur Hublot, c'est ce drôle de personnage qui a su séduire Hollywood aux dépens du géant Disney avec pourtant un budget 20 fois moins important. Alors forcément, le producteur et co-réalisateur mosellan a eu un tout petit peu de mal à réaliser. C'est un rêve éveillé, je l'ai dit je crois à la cérémonie des Oscars, c'est un rêve éveillé, on ne l'imagine pas trop et lorsqu'on est dedans on a du mal à le réaliser. C'est vraiment tellement, on est happé par tout ce qui se passe autour de nous, voilà, c'est assez incroyable. Monsieur Hublot a été multi-récompensé à travers le monde. On souhaite évidemment le même succès à Laurent Witz pour ses projets futurs. Ce long métrage notamment encore en cours de développement, l'histoire de Wilfred, un petit extraterrestre bien décidé à envahir la galaxie. C'est pas vrai, qu'est-ce que je fais avec ce boulet? Pas mal de projets qui sont en développement même avant les Oscars et il s'agit maintenant de les concrétiser et aussi loin que celui-là pour certains peut-être. Donc voilà, l'idée en tout cas c'est toujours de la créativité, de l'originalité, de la qualité dans les projets. Nous sommes de retour au Spinatori à Épinal au centre des congrès. Je suis avec Christelle et Romaric Duchesne, bonjour. 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 Alors vos noms de scène ici ce sont Lilou Chris et Aldarion. Donc vous sortez de ce pourquoi on vous connaît habituellement. Là, ici vous êtes des vrais fans de cosplay tous les deux, c'est ça? C'est ça, oui. Donc on peut dire que vous êtes des passionnés, vous avez vos propres costumes, expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, le cosplay, on réalise nous-mêmes des costumes qu'ensuite on comporte et puis on les porte lors d'événements comme aujourd'hui ou bien lors de concours, etc., etc. Alors récemment, il y a justement eu la Coupe de France de cosplay. Vous avez été finaliste, vainqueur d'ailleurs, oui. Avec le costume qu'on a juste derrière nous. Expliquez-nous un petit peu. De Gaïa, oui, issu d'une web-série française qui s'appelle Noob. Donc c'était un gros projet que j'ai réalisé sur 3 années en fait. J'ai plus de 800 heures sur le projet. Je dis projet parce qu'il y a le costume, mais j'ai fait 4 autres costumes aussi. Et la bande son, la vidéo. C'est un tout finalement voilà, de présenter un personnage. C'est ça, voilà. Et alors là, ce costume-là, ce qu'il faut préciser, et c'est souvent le cas dans le domaine du cosplay, c'est que c'est vous qui l'avez réalisé, c'est oui, ça? J'ai quasi tout fait, sauf la perruque que j'ai juste retravaillée, coupée, coiffée. Mais voilà, ouais. Et vous, Aldarion, si je peux vous appeler comme ça, en quoi vous étiez déguisé vous alors moi j'avais le costume du roi Lich qui est juste ici là. Donc c'est un costume qui a été fait assez rapidement puisque j'étais seulement dauphin. Et puis comme mon finaliste a abandonné, après j'ai dû reprendre la relève comme on dit. Et donc j'avais 3 mois pour le faire, donc j'ai fait un costume assez rapidement en utilisant tout ce que je savais comme technique pour essayer d'arriver au mieux dans les délais. Alors c'est fait comment? Parce que on croirait que c'est en l'occurrence votre costume une armure de la ferraille et en fait c'est pas du tout ça. Oui effectivement il y a plein de techniques qu'on peut utiliser, par exemple de la mousse, un peu comme on a les tapis de sol pour faire du sport par exemple, on peut la former, la modeler, etc. Sinon il y a les plaques de PVC et moi ce que j'utilise le plus c'est de la résine. Donc c'est-à-dire on va sculpter la pièce dans une espèce de pâte à modeler, après on moule en silicone. Et après on la tire en résine avec de la fibre de verre, comme ça on a exactement ce qu'on a sculpté et ça permet d'avoir un rendu optimal. J'imagine que c'est énormément de travail, énormément d'heures, vous y passez beaucoup de temps? Énormément, oui. Alors moi j'utilise
essentiellement le cuir, en fait, le cuir tannage végétal, et que je vais teindre, que je vais modeler, voilà, je vais... Parce que vous êtes formé, si je peux me permettre, à cette technique, hein, c'est ça? Alors j'ai réalisé une formation pour avoir les bases du travail du cuir. Voilà, je voulais avoir une base solide, et puis après je me forme au fur et à mesure avec Internet, voilà, puis les artisans. Parce que dans la vraie vie, on va dire, vous êtes infirmière, mais à côté, vous avez créé aussi une micro-entreprise. Ces costumes, vous les vendez, en fait, vous les fabriquez sur demande, enfin à la demande. Oui, voilà, sur demande, les personnes peuvent venir nous voir et nous demander telle pièce, tel costume, tel... voilà. Et puis, il y a un vrai marché pour ça. Ah bah, effectivement, surtout à l'international, puisque c'est vrai qu'en France, on a encore des gens assez timides en termes de cosplay. Surtout que forcément, ça représente beaucoup de temps de travail, ça représente des matériaux qui sont assez chers. Donc souvent, le prix est assez élevé. Donc en France, on a pas mal de difficultés à avoir des clients. On a souvent des gens qui demandent, mais quand ils voient le prix, ils disent en fait non. Mais c'est vrai qu'à l'international, ça marche plutôt bien, puisqu'il y a beaucoup de demandes de gens qui s'intéressent à ce milieu et qui aimeraient vraiment avoir une belle réplique. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment conforme à l'image de référence, qui soit vraiment comme le média d'origine et que les gens puissent en être fiers, quoi. Et tellement conforme que parfois vous avez le costumier officiel qui vous appelle pour vous féliciter, c'est ça? Oui. Alors j'ai eu pour Malaguerta un autre costume. J'ai eu le costumier qui avait fait le costume de Lagertha qui m'a félicité. Dans Viking, on précise la série. Oui, dans Viking. C'est pas rien quand même, du coup. Alors là, j'étais vraiment la plus heureuse au monde. C'est vraiment... La preuve qu'il y a du savoir-faire, en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Elle remplace l'ancienne maison de service au public située au centre-ville. La maison France Service de Charmes rejoint la quinzaine d'établissements déjà en place dans le département et a été inaugurée il y a quelques jours. Cet espace permettra à ses usagers un accès facilité aux démarches administratives du quotidien, allant de la simple prise d'information jusqu'à l'accompagnement par un agent. Ce regroupement de services, en plus de son accès réservé aux personnes à mobilité réduite et de ses horaires d'ouverture plus larges, se veut accessible à tous. Thaon-les-Vosges a retrouvé son identité, image très symbolique mardi dernier avec le changement des panneaux d'entrée de ville de Thaon-les-Vosges et de ses communes déléguées Oncourt et Girmont après l'abandon de la dénomination Cap-Avenir-Vosges. Le changement administratif est effectif depuis le 1er janvier 2022 et le fruit, rappelons-le, d'un référendum initié en novembre 2020 par le maire thaonais Cédric Axer, fraîchement élu à l'époque et qui en avait fait une promesse de campagne. Les habitants avaient alors plébiscité le nom de Thaon-les-Vosges pour cette commune nouvelle créée en 2016 et le maintien de la fusion avec Oncourt et Girmont. À Thaon-les-Vosges, toujours, la première pierre est posée. Le chantier de la future maison de santé Place Jules Ferry est lancé. L'établissement projet et propriété de la commune devrait accueillir une quinzaine de praticiens sur une superficie de 780 m². S'intégrant dans un plan global d'aménagement du centre-ville, elle redonnera vie au secteur en étant entourée d'un laboratoire d'analyse médicale et d'un marché. Le projet a tout de même un coût, près de 2,5 millions d'euros, justifié par la nécessité d'attirer le personnel de santé dans ce territoire rural. La fin prévisionnelle des travaux est prévue pour le mois d'octobre. Solidarité et générosité au menu mercredi dernier à la maison de l'étudiant à Épinal. 2 chèques de 1 700 € ont été remis à l'AXU, l'association de gestion des services universitaires, par les représentants des sections spinaliennes du Kiwanis et du Rotary pour financer des repas destinés aux étudiants qui en ont besoin. Parti du constat que les étudiants sont particulièrement touchés par la crise sanitaire, notamment en les empêchant de travailler pour arrondir leur fin de mois, les 2 clubs services se sont unis pour récolter des fonds et ont créé une bande dessinée intitulée Une année pour mieux manger, vendue lors du dernier salon de la gourmandise. 3 400 € ont ainsi été collectés, soit l'équivalent de 1000 repas qui seront distribués d'ici la fin de l'année. 1, 2, 3. Le bal masqué, c'est terminé. En effet, c'est sans les masques, mais tout de même avec une distance entre les tables que près de 150 seniors dansaient jeudi dernier au centre culturel de Golbet à l'occasion du premier thé dansant de l'année, animé par Stéphane Courteau-Renou. Le prochain est prévu le 24 mars. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez également profiter du Spinatory, c'est jusqu'à dimanche. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. À bientôt.